Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Alors je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs et leurs réussites pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Pour ce 90e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc de Winter, PDG de la conserverie Alain Martin, dernière conserverie girondine, coureur d'ultra trail et élu à la CCI. Jean-Marc a une vision du management, du sport et de l'aventure humaine que j'ai adorée. On aborde bien évidemment son parcours, l'histoire de l'entreprise, son rôle de manager et de chef d'entreprise, la perpétuelle adaptabilité aux imprévus auxquels il fait face en équipe, sa passion pour le sport et notamment l'ultra trail, un véritable équilibre personnel, puis ses engagements. Élu à la CCI de Bordeaux et à la CCI de Nouvelle-Aquitaine, Jean-Marc œuvre pour le collectif et accompagne les chefs d'entreprise dans leur développement. Un épisode qui fait du bien et qui, encore une fois, place l'humain au cœur de la réussite. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Et Théo. merci de me recevoir dans tes locaux. C'était un grand plaisir de faire découvrir notre conserverie. Mais ouais, complètement. On va clairement reparler de tout ça. Et ben avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Jean-Marc de Winter, Ouais. Canéjanais Ok. de souche. J'ai 51 ans, Mhm. marié, 3 enfants, 3 filles. Ouais. Voilà, donc l'histoire avec la conserverie, elle a démarré en 96. Je sortais d'une école de commerce. Mhm. Mon prédécesseur était en train de reprendre la conserverie à Alain Martin, le fondateur. Ouais. Donc, D'où le nom. D'où De le la nom conserverie de Alain la Martin. conserverie Alain Martin. Ouais. Donc Alain Martin, artisan charcutier, plein centre de Bordeaux, quartier Saint-Augustin. Mhm. Il faisait un petit peu de conserve dans l'arrière-boutique et quand le député de l'époque, Pierre Ducoute, député maire de Cestas, à l'époque, Pierre Ducoute a créé une zone artisanale à Cestas. Il est venu s'implanter. C'était dans les années 70 et il n'a fait que de la conserve. Donc c'était une entreprise individuelle, il travaillait tout seul. Ok. Et il commercialisait ses produits dans les grandes surfaces autour de chez lui. Donc il y avait une dizaine de points de vente autour de chez lui. Ok. Et en 96, donc, mon prédécesseur lui a racheté l'entreprise, donc une entreprise individuelle. Mhm. On est passé à une société Ouais. de personnes. Mon prédécesseur et moi, je sortais d'école, j'avais fait mes classes au sein de la société JOC. Ok. Ouais. Très bien. Voilà, entreprise bordelaise, Bordelaise, dans l'agroalimentaire. Ouais. Et du coup, je connaissais très bien le monde de la grande distribution, puisque j'avais fait toutes mes classes là-bas, mes gammes là-bas. Mhm. Et je pense que mon prédécesseur m'a recruté pour ça. Ouais. Et en 2000, je suis rentré dans le capital de la structure. Mhm. Donc on a démarré à 2, 96. Puis au bout de quelques mois, 3, 4, 5. En 2000, je suis rentré dans le capital. Donc j'ai acheté mes parts, elle ne m'a pas fait cadeau. J'avais un peu d'économie, je les ai mises dedans. Ouais. Et en 2011, je lui ai racheté la structure. Donc en 2011, les chiffres clés, en 96, on faisait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Mhm. En 2011, quand je lui ai racheté, on faisait 1,6 million, 9 personnes. Aujourd'hui, on dépasse les 3 millions et on est 24. Ok. Bravo. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Alors je ne suis pas tout seul, merci pour les compliments, mais Ouais. c'est toute une équipe qui est avec moi. Bien sûr. Je touche du bois. Ils sont là depuis le début. Ouais. Tous les gens que j'ai recrutés sont restés avec moi. On a vécu des moments difficiles, des moments On y plus reviendra. joyeux. Ouais. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Mais bon, on espère que l'aventure va continuer comme ça. Ouais. Complètement. Et on reviendra sur tout ça parce que c'est intéressant, je trouve, le côté effectivement équipe management. J'ai repéré quelques éléments parce qu'on a fait une visite des lieux, donc j'ai repéré quelques éléments intéressants. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ?
Alors, bon, étant sportif, hein, on en parlera. Ouais. Bon, j'ai commencé par faire du foot. Donc, étant tout petit, je voulais être footballeur professionnel, comme tout le monde. Bon, certains voulaient être pompier, moi, c'était footballeur professionnel. J'ai fait une année sport-études à Soulac. Ah ouais, quand même, ok. À l'âge de 11 ans. Ouais. Et puis après, je crois que j'ai dû voir un film qui est d'actualité aujourd'hui, qui était Top Gun. Donc, j'ai voulu être pilote de chasse. Hein. Rien d'exceptionnel. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis à la tête de la conserverie, donc voilà, ça, je regrette pas du tout. Ouais. Bah, pour le coup, pilote de chasse, ça me fait penser à commandant Claire Mérouse, qui est pilote de chasse, que j'ai reçu sur le pompon pour le coup. Voilà, comme ça, je fais le lien avec un autre épisode. Et donc, Quelle chance as-tu? Ouais. Bah, je me suis créé ce podcast pour faire kiffer aussi, hein, très clairement. Donc, qu'est-ce que tu fais comme étude? Quel est ton chemin? Est-ce que quand tu es collège, lycée, tu sais déjà un petit peu ce que tu vas faire après? Ce milieu-là de l'agroalimentaire t'intéresse déjà ou c'est un hasard? Non, pas du tout. Par contre, bon, j'avais une idée très précise, c'est-à-dire que je voulais être maître de mon destin, quoi. Je voulais être, enfin, de mon destin, de mon activité. Ça, c'était, voilà, je suis très, très épris de liberté, Ouais. et je n'aurais pas supporté, voilà, d'être encartonné dans quelque chose de très strict. Donc, il me fallait quand même une certaine liberté pour pouvoir m'exprimer. Donc ça, c'était très clair et très jeune. Ok. Ça t'est venu d'où? Au collège, je pense. Hein, Ouais. au collège, voilà. Et j'ai toujours fonctionné par dizaines. C'est-à-dire que je me suis toujours posé ces questions-là. À 20 ans, tu dois comment? À 30 ans, tu dois comment? À 40 ans, tu dois comment? Ok. Moi, je vais arrêter là parce que je vais passer la cinquantaine. Et en fait, c'est fou parce que ma vie a été timée comme ça. Donc, à 20 ans, je me voyais bachelier. À 30 ans, je me voyais avec un poste à responsabilité. Et puis, chemin faisant, à 40 ans, je me voyais patron. Et j'ai acheté mon entreprise le jour de mes 40 ans. Génial. Donc, tu vois, la beau. boucle est bouclée. Mais Ok. mais avec le recul, alors bon, voilà, j'ai raisonné comme ça, mais c'était pas du tout prémédité à ce point-là. Mais avec le recul, ouais, j'ai toujours fonctionné plus ou moins comme ça, c'est-à-dire avec des objectifs sur du court terme et des objectifs à plus long terme. Alors, c'est très stéréotypé de dire court, moyen, long terme, mais vraiment, à court terme, c'était, voilà, quand j'étais au lycée, c'était le bac, voilà. Mais après, à plus long terme, voilà, un métier à responsabilité et des choses comme ça. Et puis, plus ma scolarité avançait, plus je me suis spécialisé. Donc, après le bac, j'ai fait un BTS, puis après le BTS, une école de commerce. Ouais. Et puis là, bon, plus le projet s'affinait. Alors l'agro, non, c'est venu plus tard, mais puis par opportunité, mais pareil, je regrette pas. Et notamment grâce à Covid, on s'est rendu compte que quand même notre mission première, c'était de nourrir la population. Exactement. Donc c'est on est utile. fiers de ça, mais c'est vrai qu'on l'avait un petit peu oublié, j'avoue. Ouais. Mais c'est vrai que notre mission première, c'est, je ne vais nourrir pas dire les que c'est un gens. service public, mais c'est de nourrir la population. Donc on en est fiers. Ouais, complètement. Je reviens sur cette liberté dont tu parlais. Tu as voulu l'avoir, comme tu l'as dit, vers le collège, mais est-ce que tu as eu des gens qui t'ont inspiré? Ou est-ce que tu as voulu être libre pour juste peut-être échapper à quelque chose? Enfin, j'en sais rien, mais est-ce que c'est plutôt de l'inspiration parce que tu avais, je sais pas, des parents entrepreneurs ou tu avais quelqu'un dans la famille qui entreprenait ou... Non, du tout. Alors moi, j'ai un parcours personnel atypique. Non, j'ai été élevé par maman et on était 4 enfants et j'ai 3 sœurs. D'accord. Et j'ai eu 3 filles. Tu vois, donc je suis entouré de femmes. Entouré de femmes. Ouais. Et je ne regrette pas. Non, puis du coup, voilà, notre maman nous a élevés. Donc pour une maman toute seule, élever 4 enfants, à l'époque, c'était pas évident. Et elle nous a très vite responsabilisés et on a très vite été, je ne vais pas dire livrés à nous-mêmes, mais il n'y avait pas d'interdit, de gros interdits. On a été vite responsabilisés par la réalité des choses aussi. Et donc, du coup, on s'est senti libre. Et peut-être que ça vient de là. Enfin, je me suis senti libre peut-être de là. Et je ne me voyais pas. Et j'avais tous les copains autour de moi, avec dans le foyer, bien le papa, la maman, bien très organisé. Très organisé. Et avec beaucoup de contraintes, beaucoup de règles. Et nous, on n'avait pas ça. Mais on n'abusait pas. Enfin, et je crois que voilà, peut-être que ça vient de là parce que je suis un peu contre la règle, quoi. J'aime bien voilà, me sentir, avoir ce sentiment de liberté.
et dès qu'on me contraint, ça me crispe. Hmm. Voilà. Donc ça doit venir de là, des gens qui m'ont inspiré. Sûrement, là, comme ça, qui me viennent. Ouais, non, mais pas, t'aurais pu si, avoir les un grands parcours, tu sais. explorateurs, ça m'a toujours fasciné. Toujours ce quête de découverte, ça par contre, ouais. Bon, mais On le retrouve dans le sport après. Oui, j'imagine. mais j'imagine que je Un peu. suis pas le seul. Beaucoup, ça fait rêver. Ouais. Le voyage, la Mhm. découverte d'autres cultures, d'autres gens. Mhm. Ça m'a beaucoup inspiré. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé aussi. J'essaye aujourd'hui, mais avec les enfants c'est un peu plus compliqué, et les responsabilités. Mais j'essaye toujours. Et puis ce que je mets au centre de tout ça, c'est toujours l'être humain quand même. C'est vachement important pour moi. Tu parles du management tout à l'heure, c'est important dans ma structure, mais même lors de mes voyages, j'ai toujours habité chez l'habitant. Ok. J'ai jamais été à l'hôtel. Ouais. Parce que voilà, ce relation aux autres, essayer de découvrir, de comprendre et d'échanger sur des cultures Mhm. différentes, c'est vachement important. Et Mhm. on peut apporter aux autres, mais ils peuvent nous apporter aussi. Donc Complètement. c'est Surtout. ouais, Ouais. c'est un petit côté inspirant pour moi. Voilà. Ouais, complètement. Non, mais s'enrichir. Moi, j'ai aussi eu la chance de déjà voyager un petit peu grâce aux études notamment, et puis à mes parents. Effectivement, j'ai eu la chance d'aller en Inde et à New York, donc on a quand même Ouais. deux choses, quand Ouais, même, deux mondes un différents, grand écart, ouais, un c'est monde clair. différent, mais qui les deux vont enrichir énormément, quoi. Donc Ouais, effectivement, le complètement. voyage, on sait très bien à quel point, quand on le fait, à quel point ça forge et Ça nous ouvre enrichit, quoi. l'esprit, ça permet aussi de relativiser certaines choses. Complètement. Hein. C'est quand On on en va à parlait l'étranger tout qu'on à se rend l'heure. compte qu'on est très bien ici. Voilà, on disait qu'en France, quand même, on est bien lotis. Non, ça permet de voir. Et puis personnellement, culturellement, ouais, je trouve ça assez enrichissant. Quoi. Puis on fait de belles rencontres. Complètement. Ça donne un côté un peu plus, je trouve, un peu plus sympa au voyage. Quoi. Ouais. Puis c'est voilà, la découverte, quoi. C'est découvrir un paysage, découvrir une personne, une culture. Ouais. C'est beau. Envie, bon, je sais pas, mais Bah, si, envie si, de si, c'est envie de chouette. découvrir, quoi. Ouais, Voilà. ouais, complètement. Envie de découvrir de nouvelles choses. Ouais. Ok. C'est très inspirant pour moi. Je reviens un peu sur l'entreprise pour le coup. Donc, tu l'intègres, tu dis, t'en as fait qu'une entreprise. Oui. C'est celle-ci. Voilà, moi je suis sorti d'école, j'ai intégré directement cette entreprise Ouais. et aujourd'hui j'en ai pris le contrôle. Ouais. Donc c'est. Alors je manque d'expérience. Je n'ai vu que ça, mais en fait je l'ai vu grandir, puisqu'on a démarré à 2. On est aujourd'hui 24 et c'est pas fini puisque là on a un projet de croissance externe, donc on va racheter une autre structure. Ok. Peut-être l'occasion d'un nouveau poste Ouais. à la rentrée. Mais ouais, et je vis des choses, et c'est ça peut-être qui me fait me lever tous les matins, c'est que mon entreprise, chaque lendemain, elle est différente de la veille. Parce qu'on progresse, parce qu'il y a une personne de plus, parce que moi personnellement je vis des choses différentes à chaque fois. Parce que dès qu'on intègre une personne de plus, c'est le management qui change, c'est l'organisation qui change. Comme j'ai pas eu d'expérience avant ailleurs, je découvre. Et ça, ouais, j'aime bien. J'avoue, je kiffe. Quoi. Ouais. Et alors, t'es rentré en tant que quoi? Au début, tu fais Alors, quoi? je m'occupais, comme j'ai fait une école de commerce, mon prédécesseur connaissait rien du tout à la grande distribution. Et moi, comme je t'avais dit, au préalable, j'avais fait quelques stages et mes gammes en Chez GMS Joc. pour la société Joc. Et je connaissais cet environnement-là, donc il m'a recruté pour ça. Et j'avais le contrôle de toute la partie commerciale, en fait. Tout le développement commercial, c'était moi. Ok. Donc, en fait, j'ai racheté un peu mon travail. Ouais. C'est-à-dire que je développais le chiffre d'affaires, et je l'ai racheté. Donc, si j'avais su qu'un jour j'allais la racheter, j'aurais peut-être rêvé. Non, je plaisante. mais non, donc voilà, je m'occupais de la partie commerce. Mais je t'avoue que quand on est dans une boîte où on est deux, on fait un peu tout. J'imagine. On fait le mécano, on fait le secrétaire, on fait un peu tout, quoi. Ouais. Et donc voilà, mais ça m'a permis aujourd'hui de maîtriser un peu le domaine dans lequel je travaille, de savoir comment on fait une conserve aussi. Puis voilà, c'est une bonne école pour moi. Ouais. Ça m'a pas fait peur. Je sais que tous mes copains me disaient mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais, tu t'as pas fait une école de commerce pour ça. Et puis j'avoue, je suis parti sur un projet. Voilà. Mais c'est peut-être mon goût Un d'aventure. projet, un pari. Exactement. T'as fait un beau pari. On sait jamais ce que ça donne quand on le fait, mais. Exactement. Mais en tous les cas, je l'ai jamais regretté et je le regrette pas. Ouais, complètement. Même s'il y a eu des moments difficiles, mais c'est pas un regret pour moi. Ouais. Et justement, ça représentait quoi au début? Alors, tu as parlé de chiffre d'affaires, mais c'était quoi les produits que vous aviez? Il y en avait
quelques-uns si je ne m'abuse, pas autant Ouais, qu'aujourd'hui. une hein. dizaine. Il y avait 10 produits, quoi, 3 références, 3 recettes, Ouais. essentiellement des pâtés, des terrines. Mhm. Donc une terrine de foie de porc, une terrine de foie de campagne, de foie de volaille, et une terrine de campagne, en 3 Ok. formats différents. Voilà. Ouais. Donc on a commencé avec ça, et puis on avait un concurrent, bordelais, Lou Gascoun, quoi, qui était là et qui prenait tout le marché. Donc je me suis fait mes petites places petit à petit, et puis on a diversifié la gamme. On est allé vers des plats cuisinés, vers des conserves de légumes, vers des soupes. Mhm. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 références Mhm. au catalogue. On s'est converti, alors ça c'est personnellement, je me suis converti dans le bio il y a 15 ans maintenant. J'étais l'un des précurseurs. Mhm. Je crois que même, je ne sais pas ce qui se fait dans toute la France, mais de mémoire, j'en avais pas vu, maintenant ça arrive, mais j'en avais pas vu dans les linéaires. Au tout début, on faisait un cassoulet bio, Mhm. et je crois qu'on était les seuls à faire ça. Ok. Et aujourd'hui, tous mes confrères qui me riaient au nez il y a 15 ans m'appellent pour me demander où est-ce qu'on peut trouver de la matière première bio. Donc, quelque part, je me dis, on était sur la bonne voie. Ouais, complètement. Et alors, comment se passe ce moment où toi déjà tu prends départ? À quel moment tu te dis, moi, j'aimerais bien que cette entreprise, ça devienne la mienne en fait? Est-ce que là aussi c'est pareil, j'imagine une opportunité, mais comment ça se construit? Ouais, complètement. Donc, au départ, en 2000, je suis rentré dans le capital parce que j'allais me faire débaucher Ok. par une grosse structure, Mhm. un gros concurrent basé sur Castelnaudary, qui a eu quelques soucis quelques années après. Ok. Donc, bon, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais qui montait une structure commerciale sur Paris et il voulait me débaucher. Mhm. Donc un grand nom du rugby français. Mhm. Donc c'était vachement intéressant. Et mon prédécesseur, à ce moment-là, m'a dit hop, est-ce que ça t'intéresserait de rentrer dans le capital, tout ça. Ouais. Donc je me suis dit, Paris, moi j'aime bien la région, Bordeaux, je suis là. Bon, allez, c'est quand même une marque de confiance, je rentre dans quelque chose. Mhm. J'ai franchi le pas. Et puis la reprendre au début, non, ça ne m'était pas venu à l'esprit, mais au moins j'étais dedans, j'étais acteur, quoi. Plutôt que d'être spectateur, je me sentais un peu plus acteur, même si j'avais une grande liberté, puisque la partie commerciale m'était dédiée et c'est moi qui l'a géré de bout en bout. Ouais. Et puis, voilà, mon prédécesseur avait des enfants, donc ça aurait pu intéresser un de ses enfants. Et puis, petit à petit, le projet d'association avec un de ses enfants. Et puis un jour, il m'a dit, je vends. Ok. Est-ce que ça t'intéresse? Et là, j'ai réfléchi un petit peu quand même. J'ai mis un mois avant de me décider, parce que c'est un projet familial. J'étais marié, Ouais. j'avais des enfants. J'avais deux enfants à cette époque. Ouais. Et puis je me suis dit, quitte à l'école, on m'avait toujours appris ça, quitte à reprendre quelque chose, autant reprendre quelque chose de structuré. Mhm. Donc on l'était déjà plus ou moins. J'ai franchi le pas, quoi. Connaissant bien mes clients, je leur en ai parlé, ils m'ont rassuré. Mhm. Et j'ai franchi le pas. J'ai associé 3 de mes salariés. Ok. Dans chaque domaine, un responsable production, responsable qualité et responsable commercial. Mhm. Je les ai associés au projet. J'aurais demandé, si vous voulez. Donc, ils ont adhéré. Voilà. Mhm. Et on est parti comme ça. Alors, je voulais être le maître à bord parce que quand même, la caution, enfin, la responsabilité, c'est moi qui l'ai portée. Donc, Ouais. je voulais quand même, en cas de discorde, pouvoir trancher, avoir le pouvoir. Donc, je suis le majoritaire. Mhm. J'ai la majorité de blocage, mais voilà, j'ai associé 3 salariés qui voulaient être, qui étaient à des postes clés. C'était aussi pour les fidéliser, mais je pense qu'ils seraient restés quand même aussi s'il n'y avait pas eu ça. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Et puis l'entreprise s'est étoffée, d'autres structures sont apparues dans la société avec d'autres responsables, et je me pose la question aussi de les associer, Ok. de les associer avec moi. Ouais, je trouve que c'est plus sympa. Oui, complètement. Partager. On est bien d'accord. Ça, c'était dans les années 2010? Alors, 2011, j'ai racheté en avril 2011. Tu vois, je suis né le 16 avril et j'ai racheté la boîte le 11 avril. Ok, donc, décidément, t'aimes bien. Je suis né le 16 avril 1971 et j'ai acheté la boîte le 11 avril 2011. Pardon. Ok, d'accord. Ouais, effectivement, t'aimes bien. 40 ans, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Ouais, chouette. Ok, un beau cadeau.
Enfin, un beau cadeau que tu Ouais, t'es fait aussi. Hein, je me suis fait à l'époque un beau cadeau, mais bon, qui était quand même assez prenant. Ouais. Et puis voilà, ouais. Et puis bon, on a racheté la boîte. Et puis 5 ans après, on a construit la conserverie là, Mhm. dans laquelle on t'accueille aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, qu'on ouvre au public, Mhm. qu'on reçoit les écoles, tu as fait le tour, hein, Ouais. tu pourras Yes. en parler. Ouais, complètement, complètement. Ça aussi, ça a été un sacré projet, Ouais. de gros investissements. Bon, mais Mhm. on a les élus locaux nous ont beaucoup aidés aussi pour rester là. Mhm. Le conseil régional, et puis on a tous fait en sorte que ça fonctionne, quoi. Ouais. Et alors justement, quand toi tu rachètes en 2011, tu te dis quoi? Est-ce que tu as envie de donner une nouvelle direction à la conserverie? Enfin, sans mauvais jeu de mots, parce que Ouais, ouais, ouais. tu prends la direction. Est-ce que tu as envie d'apporter quelque chose de nouveau? Ou est-ce que c'est Ouais. faire ce qui a toujours été fait, on continue parce que ça fonctionne, on va pas s'embêter? Non, non, Entre guillemets, alors, hein. non, à tout niveau. Je comprends très bien ce que tu dis, à tout niveau. Euh, alors bon, au niveau commercial, on a continué ce qu'on faisait, mais tout ce qui était marketing, management, j'ai tout cassé. Ok. J'ai tout cassé, j'ai fait, voilà, j'ai fait à ma façon. Ouais. Mon prédécesseur était plutôt, je vais dire plutôt économe en restant, en restant poli. Et donc, j'ai très mal vécu ça. Ok. Personnellement, j'ai très mal vécu ça parce que, bon, voilà, quoi, on faisait tout à moindre coût, moindre frais, ordinateur de récup, des choses comme ça. Et Ah oui, vraiment tout. Ouais. ouais. Et j'ai dit non. Enfin, moi, personnellement, j'ai pris ça comme un manque de respect, et j'ai pas voulu ça. Donc, j'ai tout refait, j'ai pris beaucoup de risques. Et puis en fait, voilà, j'ai mis du neuf. J'ai mis un peu. Tu parlais de New York tout à l'heure. J'ai fait un peu la politique de l'ancien maire de New York, quoi. Tu sais, la vitre cassée, quoi. Dès qu'il y a une vitre brisée, on la change pour éviter que ça se continue de se dégrader encore plus. Ouais. Et ben j'ai fait ça. Ok. Et très vite, du coup, j'ai voulu changer de. On était en location, on n'était pas propriétaire de l'ancien site, donc j'ai voulu vite changer de site, mettre dans les meilleures conditions possibles, du matériel neuf à chaque salarié, si possible de très bonne qualité, du haut de gamme. Non, je trouve que je trouve que c'est une marque de respect. Pouvoir mettre les gens dans les meilleures conditions possibles, je trouve que c'est du respect. Voilà. Et donc, voilà, j'ai essayé d'inculquer ça. D'un point de vue marketing, on a refait 2 fois l'étiquette. Ouais. Là, on est sur la 2e fois. Bon, on dit que nous, dans notre métier, et notamment en grande distribution, une étiquette, ça a une durée de vie de 10 ans à peu près. Donc, on a refait le logo, on a refait tout ce qui était com, puisque c'était inexistant avant. Et là, on est sur une nouvelle étiquette, un nouveau projet. Ouais, on s'est structuré avec les métiers qui sont apparus, community manager ou autre. Donc ça, on a créé ça en interne. Et on communique alors qu'avant, on le faisait pas. Et ouais, voilà. Donc j'ai changé vraiment. Enfin, c'était mon prédécesseur venait de chez IBM, donc et j'ai pas voulu. J'ai pas voulu avoir ce mode de fonctionnement là. J'ai pris beaucoup de risques, hein. Ça m'a joué des tours, ça a failli me jouer des tours. mais non, voilà, je voulais que les gens se sentent bien. Et puis surtout, voilà quoi. Et puis j'ai quand même mis beaucoup, sans être cliché, quoi, hein, vraiment l'individu au centre du projet, quoi. Moi, tous les responsables, que ce soit le responsable prod ou la qualité, à aucun moment je vais faire de l'ingérence. C'est son domaine. Il est plus compétent que moi, ou ils sont plus compétents que moi, chacun dans leur domaine. Ils gèrent ça de A à Z. On se réunit, on se met d'accord sur une ligne à conduire. Chacun fait la demande de ses besoins pour arriver à atteindre les objectifs. Mais à aucun moment je fais preuve d'ingérence, bien au contraire. Et c'est toujours pareil, j'aurais pas supporté ça. Donc j'évite, j'essaie quand même, je fais beaucoup d'empathie, j'évite de faire aux autres que moi j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, je les laisse gérer ça. Quand je suis pas d'accord, je leur dis. Mais ouais, chacun, j'ai que chacun est responsable dans son domaine. Si tu veux, c'est ma boîte. Il y a une grande boîte.
Et après, il y a plein de petites boîtes à l'intérieur. Et chacun, dans les petites Faire sa boîtes, petite boîte, ouais. chaque responsable, c'est son propre patron. Ouais. Quoi. Hmm. Il recrute qui il veut. Ok. Il fait l'emploi du temps qu'il veut. Il organise comme il veut. Bon, à partir du moment où ça ne dérègle pas l'ensemble. J'imagine. Mais non, je m'en occupe pas. Ouais. Et je trouvais ça intéressant, ce que je te disais tout à l'heure, j'aime bien regarder un petit peu, en plus tu m'as fait faire le tour, donc voilà, dans la cuisine qui est aussi salle de réunion, il y a une phrase, alors j'ai pas tout retenu, mais c'est qu'en gros vous ne recrutez pas sur les compétences des personnes, mais sur l'être humain en quelque sorte, le savoir-être, parce que les compétences ça s'apprend. Exactement. Non, tout à fait. Voilà. J'aime bien les petites citations comme ça. Ouais. J'en ai mis un peu dans le couloir, tu as pu voir aussi, les Shadocks là. Mais non, c'est des petites phrases, et c'est comme ça qui sont chocs et qui nous rappellent des vérités qu'on sait, mais qu'on oublie. Et c'est vrai, non, moi, tous les recrutements que j'ai faits, je vais être honnête, j'ai jamais regardé le diplôme. J'ai d'abord regardé l'individu. Mais c'est compliqué quand même hein, de sonder une personne en 1 heure de rendez-vous. Tu sais pas trop, hein, tu peux te tromper, mais bon voilà, tu essayes de voir les valeurs que les gens ont, si c'est à peu près les mêmes que les tiennes. Si, voilà, à chaque fois je me dis, bon, est-ce que ça pourrait être mon ami? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on pourrait faire des choses ensemble? C'est les questions que je me pose, parce qu'après je pars du principe que tout s'apprend. Voilà. Et moi j'ai beaucoup d'autodidactes. Alors après c'est sûr que sur des postes un peu plus à responsabilité un peu plus compétents, je pense à la qualité par exemple, gestion de prod ou c'est des ingénieurs agro, il faut quand même avoir un bagage technique, mais avant tout c'est l'individu qui prime, quoi. Enfin, je veux dire c'est essentiel pour moi. C'est essentiel. Après le reste, on l'apprend. J'ai beaucoup d'autodidactes hein, sur les autres postes, notamment au niveau des commerciaux. J'ai quelques autodidactes, pas fait d'école de commerce, pas d'études de commerce, autodidactes, mais parce que ce sont de belles personnes. Et après le reste, ça s'apprend. Et en plus, je trouve qu'on apprend très vite quand on est en milieu professionnel, quand même, beaucoup plus vite qu'à l'école. Bon, on est un peu plus mature, mais les choses vont plus vite. Ouais. Et cette phrase me plaît beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai. Ouais, complètement. Je trouve intéressante, ça en dit long, je trouve aussi, sur la façon de manager et de gérer sa boîte et ses équipes. Quoi. Ouais. Un diplôme, bon, c'est une boîte à outils. Bon, après, il faut savoir l'utiliser. Quoi. Si je te demande un tournevis cruciforme, si tu me passes une clé de 12, ça va pas le faire. Tu vas pas aller bien loin. Et voilà. Et pourtant, il y en a. Mais non, puis le savoir-être, c'est important. Surtout pour tous les métiers où tu es en contact avec le client, avec l'extérieur, c'est vachement important. Et puis, avoir des valeurs communes, c'est vachement important. Moi, il n'y a pas de racisme, j'en veux pas au sein de l'entreprise, pas de sexisme, on a la parité, autant d'hommes que de femmes. C'est pas fait exprès, mais on fait attention quand même un petit peu. Mais on a la parité, je crois qu'à un moment donné, j'ai eu toutes les religions, j'ai eu toutes les couleurs de peau possibles et inimaginables. Voilà quoi, non, ça pour moi c'est primordial. C'est primordial. Ouais. Et je vais enchaîner parce qu'on en a parlé tout à l'heure aussi, sur le bien-être au travail, parce que c'est quand même une usine pour le coup. Donc on peut imaginer l'usine avec des charges à porter ou avec le bruit. Enfin bon, c'est une usine quoi. Ouais, bien sûr. Je vais pas faire la définition. Une petite PME, une petite usine, une conserverie. Exactement. On a quand même le titre d'artisan, parce que tout ce qui est manipulation des matières premières est manuel. Et alors après, c'est que le dosage qui est mécanique. Mais je te rejoins. On a une ligne de conditionnement qui est automatisée. Donc c'est vrai. Mais donc c'est ça aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et je te posais la question quand on visitait, c'est tu m'as dit tout le monde n'est pas forcément équipé comme ça, parce que au final j'allais dire moins ils en font mieux ça, mais c'est pas ça l'idée, mais c'est moins ils en portent et moins leur physique. Bien sûr, non, comme tous mes confrères, on n'est pas là pour casser des gens. C'est vrai qu'il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres, donc on essaye de voir. Je travaille beaucoup avec la médecine du travail, ils viennent chaque année. On fait le tour sur les postures, sur les postes de travail, voir ce qu'on peut faire. Et oui, on en avait parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on porte plus de charge, on ne fait que pousser, nous, dans la conserverie. Donc on a automatisé certains postes de travail pour justement aider, pas pour remplacer l'opérateur, pour l'aider. Et enlever tout ce qui est pénibilité, quoi. C'est-à-dire charge au-dessus de l'épaule, portée de poids. Donc ça, on a banni. Aujourd'hui, on ne fait que pousser.
On a investi aussi dans des transpales électriques, hein. Je ne sais pas si tu as pu voir derrière, pour éviter justement qu'ils tirent. On a des transpales aussi manuelles, mais on essaye d'apporter un maximum de choses. Une fumeuse automatique, on essaye. Ça, chaque année, on achète des machines chaque année. Donc déjà, l'environnement fait que on est dans les normes font qu'on est obligé d'investir chaque année pour se maintenir aux normes, mais on investit aussi dans du gros ou du petit matériel justement pour le bien-être des salariés. Voilà. Et on a parlé tout à l'heure aussi, et tu l'as dit même en intro, tout à l'heure, sur le Covid, l'importance du Covid, l'impact de ça et le fait de se rendre compte que, en fait, oui, on nourrit les gens. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là? Parce que tu disais il y a eu des hauts et des bas dans l'entreprise, ça fait partie des bas. Ouais, alors, on a eu la chance, comparé à d'autres, les restaurateurs ou autres qui ont dû fermer du jour au lendemain. Nous, on a eu la chance de continuer notre activité. En plus, nos clients étaient les seuls ouverts, la grande distribution, les magasins étaient ouverts, donc plus de repas à la maison, puisque les gens étaient confinés chez eux, donc on a eu une période euphorique qui a duré 2-3 mois, de mars 2020 à juin-juillet, où vraiment là, ça a été un carnet de commandes monstrueux. Mais il a fallu se réorganiser, poste de travail en interne, faire des rotations, les vestiaires, un par un, tous les locaux administratifs, mettre du plexi pour séparer. Enfin, ça a demandé un gros travail. On pensait que ça allait durer quelques mois, on a vu le résultat. Donc ça a été très compliqué. Très compliqué. On avait de l'activité, mais la mise en pratique était très compliquée. Recevoir la marchandise avec les chauffeurs, enfin, ça a été une période, on a vite oublié, hein, heureusement d'ailleurs. Je trouve que l'être humain a une capacité à oublier tout ce qui fait mal, très vite, heureusement. Mais ça a été une période très très compliquée. Moi je me rappelle, on recevait des chauffeurs et les pauvres, on a des locaux, tu vois, on a des douches, on a une cuisine, on leur donnait l'autorisation parce que sur les stations, les aires des stations-service, on leur fermait tout. Ils ne pouvaient pas prendre de douche, ils ne pouvaient même pas manger, rien. Donc ça a été une période quand même assez anxiogène déjà. Puisque quand on recevait quelqu'un, on le mettait à 10 mètres. C'était lui comme nous, chacun avait peur l'un de l'autre. Enfin, quand on y repense, c'était un peu fou. C'est le mot, quoi. C'était fou. Quand on y pense, on avait peur de tout le monde. Et de tout chaîne interrupteur. C'était hallucinant. Et il a fallu faire avec. Et on a essayé. On a eu un cas Covid en 2 ans. Un cas Covid en 2 ans. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres asymptomatiques, on ne sait pas. Mais déclarés, en tous les cas, on en a eu un. Et qui a eu un Covid long. Un jeune en plus, c'était le plus jeune. Un jeune, il venait juste de finir son apprentissage et qu'on avait embauché. Et voilà. Bon, je rassure tout le monde, ça va mieux maintenant. Ça en est sorti, mais c'est le seul cas que l'on ait eu. Mais bon, on a fait très très attention. J'imagine. Et est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit j'en ai ras-le-bol? Durant cette période, non. Durant cette période, non. Parce qu'on n'avait pas le temps. Mais aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, je t'avoue que bon, voilà quoi. Parce que là, c'est aussi à quel point c'est dur d'être chef d'entreprise en fait. On s'en rend pas forcément compte, parce que voilà, moi dans les personnes que je reçois, on a été résilient quoi. On s'est adapté, on a courbé le dos, on a fait le dos rond, on a laissé passer l'orage. Mais j'ai l'impression que tous les 6 mois, il y a une nouvelle tempête qui arrive. Et au bout d'un moment, on se sent quand même un peu démuni parce que ce qu'on met en place en janvier, on le casse en juillet, on doit refaire autre chose. Alors ouais, c'est fatigant. Donc, pour répondre à ta question, durant cette période Covid, non, parce qu'on n'avait pas le temps. Mais je t'avoue que maintenant, puis en plus, il fait beau, donc franchement, ça donne plus envie d'aller à la plage que d'essayer de trouver des nouveaux fournisseurs ou de l'essence pas trop chère, du gaz pas trop cher, de l'électricité pas trop chère. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué aussi, quoi, parce qu'on sort quand même d'une période de 2 ans et demi compliquée. Là, on sait qu'on repart sur un cycle un peu long aussi, avec aucune visibilité, quoi. C'est ça qui est le plus dur, parce que quand on a l'objectif ou la visibilité, ça va, on sait ce qu'il faut faire. Là,
on hésite avant de prendre une décision, on ne Ouais. sait pas ce qui va être, on prend conseil, on écoute les infos ou autre, mais franchement, Du jour au lendemain. du jour au lendemain, ça peut changer. Donc, Ouais. on sortait du Covid, moi j'étais ravi, on allait démarrer. En plus, nous, dans notre milieu, il y a aussi la grippe aviaire. Mhm. Ça fait 4 ans que ça dure, et cette année, ça a été encore terrible parce que la Vendée a été touchée, donc du coup, ils ont éliminé tout ce qui est poules, canards. Donc Ouais. aujourd'hui, nous, on ne peut plus fabriquer de produits à base de canards. Ok. Il n'y en a pas. Ok. Ça fait 4 mois qu'on n'a plus de canards, donc on est en rupture sur certains produits, donc c'est un manque de chiffre d'affaires. Il y a une Mhm. demande, on a les commandes, Mhm. mais on ne peut pas produire parce qu'il n'y a pas de ressources. Donc Covid, grippe aviaire, tu te dis, bon allez, on sort la tête de l'eau, l'Ukraine, Ouais. c'est quoi la prochaine? Les élections, Ouais. c'est quoi la prochaine? Ouais. Ouais, c'est clair. Est-ce que La canicule, Ouais, la canicule. Ouais. Oui, parce que pour vous. parce qu'il y a le ouais. climat, oui, du cassoulet, Ouais. quand il fait 40 degrés, c'est plus compliqué à vendre. Mais non, ça devient usant. Ouais, parce Bon. que ce que tu disais, je trouvais intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, c'était pas ça. Enfin, Non. c'était prévisible. Ouais, Il y a on moins avait de la d'instabilité, visibilité, quoi. ouais, il y avait moins Ouais. d'instabilité, même politique, Mhm. environnementale. Enfin, je trouve que les choses s'accélèrent. Alors, je suis pas, j'aime pas quand on dit avant c'était mieux. Je suis Mhm. plutôt Non, mais- progressiste, mais Mhm. je trouve que je suis pour le progrès, mais je trouve qu'aujourd'hui les choses s'accélèrent à une vitesse qu'on ne maîtrise plus. Mhm. Et du coup, tout va trop vite. Mhm. Tout va trop vite et très vite. Et donc, du coup, on maîtrise plus. Mhm. Alors c'était bien, voilà, comme une croissance, quoi. La croissance d'une entreprise, si je peux faire un parallèle, c'est bien de faire la croissance, mais quand elle n'est pas maîtrisée, ça Ouais. peut être catastrophique. Et là, j'ai l'impression que tout nous échappe, rien n'est Mhm. maîtrisé. Mhm. Et ça part dans tous les sens. Alors c'est bien, mais ouais, ça fait peur. Et puis des fois, c'est moins bien, quoi. Ouais, clairement. Je vais revenir un peu sur les produits d'aujourd'hui, parce que pour le coup, tu parlais du canard, mais effectivement, et tu me parlais, je vais aller sur un autre animal, l'escargot, parce que ce que tu me disais, c'est que les produits que vous avez sont le plus proche possible, mais dans la mesure du possible, encore une fois. Est-ce que là aussi, tu peux nous en parler, justement Oui, alors c'est vrai qu'on est de plus en plus sur des circuits courts, locaux. Parce C'est qu'on pour ça en- que j'aimais pas beaucoup ce terme d'usine tout à l'heure. Oui, effectivement. Mais non, on essaye de travailler, beaucoup localement ou régionalement. Ouais. France, oui, toutes nos viandes sont françaises. Mhm. Et puis voilà, on fait ce que tu disais, on fait la coquille d'escargot, c'est-à-dire que dès qu'on cherche une matière première, eh ben, on regarde autour de chez nous, et si on la trouve pas, eh ben, on élargit le cercle et ainsi de suite. Mhm. Aujourd'hui, on se sert quand même à 70% régionalement. Ouais. Les Donc pas viandes, que France, quoi, régionalement. ouais, vraiment régionalement. sur- Viande 100% France. Ouais. Il n'y a aucune viande qui vient de l'étranger. Et un petit peu sur des légumes bio, parce que malheureusement, on n'en a pas en France. Mhm. On se sert un petit peu à l'étranger. Il y a un paradoxe. On a la matière brute en France, mais nous, on utilise les produits de première transformation, c'est-à-dire déjà épluchés, coupés. Ok. Si tu veux, j'ai un ami là, qui fait une super carotte magnifique, pas très loin d'ici. Mais je peux pas lui acheter parce que lui, il fait la matière brute. Ouais. Ça part dans un pays étranger, en Europe. Ok. C'est lavé, coupé, épluché et coupé, calibré, et ça revient chez nous. Donc, et c'est du bio. Donc, tu vois le truc. Alors, on parle de réindustrialisation de la France, mais ça, c'est un problème, quoi. Des légumeries en France, il n'y en a pas. Ok. Parce que Ah c'est ouais. beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup. Enfin, c'est industriel, puis c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que la fiscalité, tout ça. Mhm. Même si là, j'ai vu que Macron avait annoncé 6,7 milliards d'investissements étrangers en France, c'est C'était quoi, super. Choose France Non, mais c'est Ouais. super, cette Ouais. prise de conscience, c'est Choose. bien, mais ça revient, mais le mal est fait, quoi. On a fait de la France un pays tertiaire, Mhm. et on a cru qu'on pouvait vivre avec ça, mais à tous les niveaux. Le recrutement, la main-d'œuvre. Mhm. Aujourd'hui, la main-d'œuvre manuelle, on n'en trouve plus. Mhm. Mhm. On voulait que tout le monde soit bachelier, que tout le monde fasse des études longues, et on a dénigré les métiers manuels. Ouais. Un bon boucher, t'en trouves plus. Un bon charcutier, t'en trouves plus. Les plombiers, dès que tu l'appelles, il te dit dans 15 jours. Ouais. Mais pourtant, t'as ta flic qui est là, quoi. Allô, t'es en train de couler, mais c'est pas grave, il te dit en 15 jours parce qu'il a son agenda qui est complet. Ouais, ouais. Enfin, on a dénigré tout ça, donc ça revient là, avec l'apprentissage et tout, tant mieux. Mhm. Mais ça va être long. Ça va être un peu Malheureusement, long, ouais. ça va être long. Voilà, on se rend compte que le Covid nous a mis ça Mhm. C'est dans la figure. Mal pour un bien. Il faut réindustrialiser pour pas être tributaire des autres, quoi. Ouais.
Et ça a commencé dans les années 80, Mhm. avec l'industrie automobile qui est partie, d'abord en Europe, en Espagne, un peu plus loin, puis après un peu Ça va plus de plus en loin. plus loin, Puis ouais. après, ça a été l'Asie du Sud-Est qui a pris tout ce qui était manufacturé. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, non, faut faire revenir ça chez nous, mais voilà quoi. Tu sais, dans les années 80, on disait que quand on créait une ligne industrielle, on mettait des robots et autres, ça détruisait un emploi, donc il fallait taxer au maximum. Ouais, sauf que le robot, faut faire la maintenance, faut le fabriquer aussi, puis il faut faire la maintenance, tout ça. Il y avait plein d'autres métiers adjacents autour de ça, qui se créaient et nos politiques n'ont pas vu ça. Et c'est dommage. Et le mal était fait. Donc il y a eu quelques rustines de fait. Il y a des aides régionales ou autres, même nationales, pour t'implanter. On a eu le cas de Toyota par exemple. Tu vois, mais une fois que les 10 années sont passées, que les aides sont plus là, ils s'en vont. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est nécessaire quand même. Mais on ne peut pas renverser la table du jour au lendemain comme ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est faite. On veut réindustrialiser le pays, on remet l'apprentissage au goût du jour, et ça c'est bien parce que tout le monde n'est pas fait pour faire de longues études. Il y a des gens qui ont de l'or dans les mains, et je trouve que voilà, faut revaloriser ces métiers-là, quoi. Alors on l'a fait avec la cuisine, avec toutes les émissions qu'il y a, avec les chefs et tout, on l'a fait avec ça, mais ça suffit pas, quoi. Je trouve ça super, c'est une super belle initiative. On a puis en plus on a des beaux porte-drapeaux, quoi. Des beaux ambassadeurs. Des beaux ambassadeurs, merci de chercher le terme. Mais qui mettent en avant tout ça. Mais le savoir-faire à la française, quoi. Et c'est Mais, marrant, j'en parlais avec Gilles Attaf. Je sais pas, des forces françaises de l'industrie. Il a aussi créé une marque qui s'appelle Belleville, très engagée justement sur l'industrie française, et qui disait que sa Madeleine de Proust, c'est de rentrer dans une usine. Que quand il était petit, la famille, etc., était dans des usines, et il disait dans une usine c'est magique parce qu'il y a justement, c'est pas comme dans les startups où tu as que des bacs plus 5 et que des gens qui se ressemblent. Alors je connais beaucoup de gens dans les startups, donc bonjour à tout le monde, je vous aime aussi, mais dans l'usine justement tu as un mélange, une mixité sociale aussi, bien sûr, qui est essentiel en fait. Bien sûr, mais bien sûr. Nous, on en parlait tout à l'heure, on a de la qualité, on a un ingénieur agro, on a de la compta, on a du commercial, on a du marketing, on a de la communication, mais on a de l'ouvrier qualifié, du conducteur de ligne, du logisticien, on a un Michel Morin qui est capable de nous réparer des machines quand elles tombent en panne. Oui, on a tout ça. Et moi, je ne te l'ai pas montré tout à l'heure, je te l'ai montré en partant, mais en fait, on a le site au rez-de-chaussée de production, et puis à l'étage, on a toute la partie administrative. Et j'ai pas voulu qu'il y ait les gens d'en haut et les gens d'en bas. Donc la salle de pause, tu l'as pas vue, mais tu la verras. C'est dommage, tu aurais pu en parler. Non, mais la salle de pause, elle est en haut. Parce qu'en fait, je veux que tout le monde se rassemble à un moment donné dans la journée. Donc quand ils font la pause à la prod, c'est à 10h, parce qu'ils commencent à 7h le matin, à 10h, c'est institutionnel chez nous. C'est une pause d'une demi-heure. Donc ils s'arrêtent à 10h. Et moi, je leur fournis, je paye le pain, le café et le pâté, parce qu'il y en a. Donc ils se font casse-croûte, café, croissant, ce qu'ils veulent. Et ça, c'est institutionnel chez nous. Et c'est l'occasion que tout le monde s'arrête et tout le monde se retrouve à ce moment-là, et c'est un moment d'échange. Et tu verras, donc on a un baby-foot, on a un ballon de yoga. Non, ça c'est important pour l'administratif, quoi. Je leur impose, je les force, mais je suis pas tout le temps là. À faire remplacer la chaise par le ballon pendant 10 minutes pour travailler justement les postures. Non, mais j'ai voulu un endroit agréable où tout le monde puisse se retrouver, et que justement ça soit pas en bas ou pas en haut, qu'il n'y ait pas ceux d'en haut et ceux d'en bas, donc on se retrouve tous là. Et c'est vachement sympa, et tout ce monde se côtoie et se parle. Et je suis d'accord avec toi, mais là c'est pareil, il n'y a pas de... C'est pas compartimenté, parce que le savoir-être est important. Et donc du coup tout le monde se parle. On crée, même, alors moi personnellement je crée 1 ou 2 événements dans l'année. Il y a le repas de fin d'année, puis on se fait toujours 1 ou 2 barbecues durant l'été. Mais après, d'eux-mêmes, ils se créent des événements, soit ici. Des fois, ils ont fini la journée, ils restent. Notamment les jeunes, ils jouent à FIFA, tu vois. Plutôt que de jouer chez eux, ils jouent dans la salle de pause.
Donc je me dis, bon, mais ils sont bien ici finalement s'ils ne veulent pas partir. Voilà, non, mais c'est important, ouais. Enfin, c'est important, ce savoir-être est vachement important. Et puis, voilà, et puis chacun a besoin de tout le monde. Les commerciaux ont besoin d'avoir des bons produits pour bien les vendre. Bien sûr. La prod a besoin d'avoir des bonnes instructions, des bonnes fiches de recettes, et ça c'est vachement important. Ouais. Donc que tout le monde puisse se parler, se côtoyer, et chacun met la pierre à l'édifice, apporte sa pierre à l'édifice, et donc du coup il faut que tout le monde s'y retrouve aussi au bout du bout. Ouais. Voilà. Chouette. J'ai envie de parler de l'affiche que je vois là-bas, que les gens ne voient pas, mais c'est l'affiche d'un ultra trail que tu as fait il y a pas très longtemps en Gran Canaria, donc Ouais, au Canada. c'était au mois de mars Je vais dernier. dire des bêtises, mais c'était aux Ouais. Canaries alors. Ouais, j'imagine. Canaries, ouais, D'accord. c'est l'île de Grande Canaria. Ouais. Exactement. Et donc on en a un petit peu parlé par moment, mais le sport est aussi quelque chose d'hyper important. Ouais, c'est un équilibre pour moi. Ouais. Le métier de chef d'entreprise, bon, comme d'autres métiers, c'est quand même assez stressant, quoi. C'est-à-dire que voilà, on est tiraillé de toutes parts. Hein. Ouais. Nos clients, nos fournisseurs, nos banquiers, nos assureurs, le personnel, même si moi j'ai de la chance, ils sont super sympas, ils m'épargnent un peu. Non, c'est quand même assez stressant. Et ouais, le sport est un équilibre pour moi. Ça me permet, c'est un échappatoire aussi, un défouloir, quoi. Ça me permet de. Bon, il y en a qui vont à la salle de boxe ou à la salle de gym ou je sais quoi. Moi, je cours, voilà. Donc, et je cours dans la nature. Je cours pas sur le bitume. Je fais pas de marathon. Je cours dans la nature. Donc, d'où tu vois, le trail, le mot trail. Et puis, bon, j'ai démarré gentiment. Hein, des petits trails autour de la maison, 10, 15, 20 km. Et puis voilà, quoi. La région étant. Ce qu'elle est ici, on est quand même bien lotis, donc commencer à courir un peu dans la montagne. Et puis voilà, aujourd'hui, depuis quelques années, je fais de l'ultra trail, donc c'est des formats de plus de 80 km avec beaucoup de dénivelé. J'essaye de me faire une grosse course, enfin je fais à peu près 4 courses dans l'année, avec une grosse à plus de 100 km, qui est l'objectif prioritaire, et puis je fais toujours 2 courses de préparation avant et une course après. De santé de 80 km, quoi. Ouais, non, mais après c'est sympa, je suis pas tout seul, je suis avec un groupe de copains, de copines, mais non, c'est un équilibre, quoi. Ça me permet aussi de timer un peu les semaines, les mois, quoi, en fonction des objectifs, et ouais, ça me permet c'est un équilibre. Ouais. Et ça depuis longtemps? Tu cours? Ouais, alors ça fait, moi j'ai commencé à courir à l'âge de entre 30 et 35 ans. D'accord. Gentiment, plus concrètement à partir de 40 ans, et là ça fait bien 6 ans que je me suis mis sur ces formats-là, quoi. Ouais. Voilà. Et ouais, c'est sympa. Et puis là, du coup, le dernier, c'était Grande Canaria. Donc j'essaie toujours de faire une course à l'étranger. Comme ça, je joins l'utile à l'agréable. On voyage en même temps. Exactement. Et puis, ouais, c'était sympa. Ouais. Et parce que donc là, on dit 129 km, mais c'est 27 heures, c'est ça, à peu près? Ouais, j'ai mis. Ouais, c'est ça. On a mis. Donc 27 heures à courir. À courir, ouais. Quand même. Quand même, il y a beaucoup de mieux. 30 Hein. Il y en a qui mettent beaucoup moins que ça. Il y en a qui mettent plus, mais il y en a qui sont très très forts. Non, mais ouais, bon, mais on fait pas que courir, parce que quand ça monte, tu vois, tu marches aussi. Mais t'es quand même dans l'effort physique pendant 27 heures, quoi. Ah oui. Par contre, tu dors pas. Ça, tu t'arrêtes, t'as les ravitaillements, tu t'arrêtes, tu manges, tu t'étires un peu. Je crois que le maximum, je peux s'arrêter 10 minutes, quoi, 10-15 minutes. Okay. Mais ouais, l'adrénaline, l'endorphine fait que t'as l'excitation qui est là, puis tu passes par tous tes états. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ça te permet de bien te connaître, quoi, et de pas paniquer. Et ça m'apporte vachement dans ma vie d'entrepreneur, c'est-à-dire que t'as des moments où t'es moins bien, et l'expérience fait que tu sais que ça va passer et que tu vas revivre un moment bien euphorique. Donc tu laisses passer l'orage et tu remontes, et quand tu remontes, tu te dis mais je sais que ça va redescendre, et en fait pendant les courses c'est ça, quoi. Tu fais le yo-yo comme ça, c'est-à-dire que tu as des moments où tu pars, t'es bien, et puis au bout quand même de 2 heures d'effort, tu commences à être un peu moins bien, et puis hop, ça va durer une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis hop, tu repars pour 1 heure bien, et tu redescends, et tu fais le yo-yo comme ça, et je trouve que
le parallèle avec le monde de l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, quoi. Ta boîte, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Donc, c'est un peu comme la montagne, quoi. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu as des emmerdes, tu as des succès, tu as des emmerdes, tu as des succès. Et ben ouais, ça me rappelle un peu ça. Et du coup, ça m'évite de paniquer parce que je relativise vachement. Je me dis, finalement, ça ne peut que remonter, quoi. Donc, tu vois, ça m'apporte ça. Et puis, respirer le grand air, puis l'effort, le fait de se défouler un petit peu, évacuer tout le stress qu'on emmagasine, c'est important. Clairement. Toi, tu prends la métaphore de la montagne. Moi, je parle souvent de vague dans l'entrepreneuriat. Parce que tu as le creux de la vague, et puis au moment où tu sors dessus, tu as le creux de la vague. Exactement, c'est ça. Mais l'entreprise, c'est ça. Hein. Ouais. Honnêtement, moi, je n'ai pas vécu une croissance. Tout à l'heure, on a parlé des chiffres. Donc, une croissance, ça n'a jamais été une croissance linéaire. Hein. Ça a été avec des emmerdes, quoi, des embûches. Et puis dès que tu investis, de toute façon, il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable, quoi, parce que tu empruntes, donc tu as fait ton business plan en fonction de ton chiffre d'affaires. Si tu as une petite baisse de chiffre d'affaires, ça coince un peu. Donc non, c'est jamais un long fleuve tranquille, quoi. Mais je ne sais pas ce qui nous pousse à faire ça, si ce n'est ce goût aussi de dépassement de soi. Puis envie de se prouver des choses, envie de se dire c'est possible, quoi. On peut y arriver, il n'y a pas de raison. Mais autant dans la course, t'es seul. Autant dans l'entreprise, moi personnellement, je ne sais pas comment ça ailleurs, hein, je peux parler que pour moi, mais je ne suis pas tout seul. Et je t'avoue, c'est pour ça que quand on parle de moi, de mon entreprise, ça me gêne un peu parce que je ne suis pas tout seul. Je m'appuie énormément sur mes collaborateurs, quoi. Je veux dire, ils ont... une grande part de la réussite leur revient parce que à chacun, quoi. Parce que moi je m'appuie, c'est pas moi, quoi. La course, c'est moi, je suis tout seul du début jusqu'à la fin, ce sont mes jambes. Là c'est moi, et ta tête surtout, et ma tête. mais l'entreprise, je suis pas tout seul. C'est pas que moi, c'est pas que ma tête, parce que des fois je me trompe et on me le dit, et moi je les incite à me dire, même crûment, hein, j'arrive. Si des fois je vous emmerde, faut me le dire, quoi. Jean-Marc, tu nous emmerdes. Jean-Marc, tu nous emmerdes. Faut pas hésiter, quoi. Et non, c'est vachement important. Ou même quand je me trompe, et même si je pense avoir la vérité, j'aime bien qu'on me le dise. Et c'est vachement important. Et c'est arrivé. Donc moi, je m'appuie sur mes collaborateurs et l'entreprise, quand même, voilà, c'est pas... sauf si tu es dans une start-up où tu es tout seul, on est d'accord, mais une PME structurée ou une ETI ou une plus grosse entreprise, enfin, je veux dire, c'est pas le fait d'un homme. C'est le fait d'une équipe. Mais de l'opérateur à la direction, quoi. C'est un tout. C'est un tout. Il faut que les messages passent bien, et si l'opérateur veut bien faire son boulot, il faut lui donner les moyens et puis les bonnes directives, quoi. Donc qui se sentent aussi utiles, qui sentent sa tâche importante, quoi. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure, et lors du Covid, on a réalisé qu'en fait on avait quand même une mission qui était vachement importante, mais je te jure, c'est pendant le Covid qu'on l'a réalisé, parce qu'avant on faisait des produits alimentaires, quoi. Et pendant le Covid, on a réalisé qu'en fait on nourrissait la population. Parce qu'en plus, tu avais les rayons vides et tout. Donc, à chaque fois qu'on mettait un bocal, on était là, non, mais on nourrit quelqu'un. Et j'ai trouvé ça vachement, moi je leur ai dit, j'ai fait prendre conscience à tout le monde de ça, et j'ai trouvé ça vachement flatteur, vachement valorisant, quoi. Et du coup, ça a donné du sens à ce qu'on fait, et l'opérateur qui met la cuisse de canard dans le bocal, et ça a du sens. Et je sais que c'est très à la mode, mais c'est une réalité quand même. Donner du sens à ce qu'on fait, c'est important, quoi. Et je trouve qu'on le fait mieux et avec moins de contraintes quand il y a du sens. Ça aide. C'est le mot, c'est ça, ça aide. Ça aide. Je reviens un peu sur le sport quand même, parce que je trouve le parallèle hyper intéressant, bien évidemment, avec l'entrepreneuriat, l'entreprise, etc. Comment toi tu te prépares? Moi je vais avoir plusieurs questions, mais je vais commencer par celle-ci. Comment tu te prépares? Alors bon, déjà, l'été je fais rien. L'été je coupe, c'est la famille. Parce qu'il y a ça aussi, faut jongler avec la vie de famille, ça prend du temps. Quand même, donc voilà, j'essaye de pas trop peser sur la vie familiale. Donc dans l'été c'est tranquille. Donc l'été je regarde, je prépare mon plan. Je démarre de septembre à juin, donc je regarde quelles sont mes courses que j'aimerais faire. Et puis en fonction de ça, je me fais un planning
un planning de préparation. Alors, de septembre à juin, je cours deux fois, 3 fois semaine, c'est-à-dire que je fais le mercredi, le vendredi soir, pour gêner personne, mercredi soir, vendredi soir, et puis dans le week-end, je me fais pareil une sortie, donc c'est des entraînements de 2 heures, quoi. Voilà. Ok. Donc mercredi 2 heures, vendredi 2 heures, et le week-end, j'essaye de faire entre 1 heure et 2 heures, en fonction de ça. Quand je suis en mode prépa, c'est-à-dire quand la course approche, généralement, je me prépare entre 1 mois et demi, 2 mois avant. Parce que j'ai cette base quand même régulière tout le temps. Donc 1 mois et demi, 2 mois avant la course, je vais mettre un peu plus d'intensité. C'est-à-dire que ça va être quelque chose tous les jours. Sur des périodes plus courtes, mais tous les jours je vais faire quelque chose. Tu vois, le lundi midi, je vais nager. Le mardi midi, du bureau, je pars, il y a les bois à côté, je vais courir 1 heure. Je maintiens le mercredi et le vendredi. Voilà, le jeudi midi, je fais un truc. Et le week-end, je fais des sorties un petit peu plus longues. Donc, ça va être des sorties ça peut aller de 2 à 4 heures, 5 heures. Alors, tu vas rire parce que quand je dis ça, la plupart du temps, les gens rigolent, ils me regardent en me disant, mais il est fou. Et généralement, je fais ça la nuit. Pour pas gêner justement tu vois la famille. Donc le samedi soir, au lieu de regarder la télé, je pars à 9h et je reviens à minuit, 1h du matin. ou très tôt le matin, de manière à revenir avec les croissants, quoi, tu vois, pour gêner personne et pour pas foutre en l'air la journée ou le week-end. Voilà, je fais ça. Et alors ça pèse un peu quand même parce qu'il y a une petite fatigue qui c'est ce est que là, j'allais dire quand même. mais j'évite de monter trop en intensité, tu vois. C'est régulier tout le temps, mais je diminue l'intensité et je me prépare comme ça. Voilà. Et donc du coup j'ai un objectif dans l'année qui est une grosse course. Là, c'était Grande Canaria cette année. Ça sera Madère l'année prochaine. Et puis entre temps, je me fais des courses dites de préparation, c'est-à-dire que tu vois, je vais faire ça, c'est des courses qui font 130 km. Entre-temps, je vais faire des courses de 70-80 km pour me préparer. Et puis, du coup, voilà, je maintiens mon entraînement toute l'année comme ça. Et puis, je m'écoute beaucoup quand je sens de la fatigue. Je fais du vélo aussi. Voilà, tu vois, j'alterne avec un peu de vélo. Mais quand je sens la fatigue, je me repose, tout simplement. J'ai passé l'âge, maintenant déjà, j'ai passé l'âge de faire... de performer. Ça va être plutôt l'inverse maintenant. Donc non, et puis il faut que ça reste un loisir avant tout quand même. Faut que ça reste un loisir. Voilà, c'est faire la course, la finir sans m'épuiser, sans me blesser. C'est le but, quoi. Voilà. Carrément. Et est-ce que autour de ça, tu as une prépa physique et tu fais aussi attention à ton alimentation? Alors, moi je suis épicurien. Bon, déjà je fais des conserves, je fais du cassoulet, de la garbure, donc je vais pas me priver. Non, alors je bois peu d'alcool, je bois pas d'alcool fort, je bois que du vin et de la bière, de manière très modérée. Après, j'aime bien une bonne entrecôte. On n'a pas ça non, parce que t'es rigide non, je vais pas peser mes ingrédients. Enfin, voilà ce que je mange. Non, pas du tout. Bon, j'essaye de faire un petit peu attention quand même, pas manger trop gras. Voilà, le mois qui précède la course, mais bon, c'est tout, quoi. Rien de. C'est pas hyper strict. Non, j'ai pas un régime alimentaire strict. Non, je fais attention, tout simplement, quoi. Comme monsieur tout le monde. Il n'y a qu'un seul truc que j'ai arrêté depuis quelques années, c'est le pain. Ok. Je ne mange plus de pain. Pour quoi, le gluten ou pour pas forcément? Non, le pain, comme ça. Enfin, voilà. Je suis désolé pour mes amis boulangers. Mais non, alors après, le pain complet, il y a des pains qui sont très très bien. Non, voilà. Il n'y a qu'un seul truc, je mange plus de pain. Mais donc le pâté direct, alors sans pain? Non, justement, tu vois, non, parce que j'aime bien le fromage, j'aime bien le pâté, tout ça. Donc, il me faut un petit support, quoi. Et je prends des vasas. C'est cool. Mais des cracottes là, des trucs, mais à base de, alors, c'est pas du blé, je sais plus ce que c'est, mais enfin très léger ou du pain complet, mais j'évite parce que j'ai peur. Le pain complet est très bon pour la santé. Si, manger du pain complet, mais j'ai peur que ça me redonne le goût du pain et de repartir. Donc c'est pour ça que je mange un truc plus croquant. Et voilà, c'est ce truc. J'ai fait ça parce qu'à un moment donné, je voulais perdre un petit peu de poids. J'avais lu un truc sur ça et ça a marché. Ok, très bien. En l'espace de 1 mois, j'ai perdu 4 kilos juste en arrêtant le pain. Quoi. Ah, effectivement. Je mange des glaces, je mange du fromage, je mange j'ai le sucre, de manière modérée, quoi. Mais j'ai rien arrêté, juste que ça. Ok. Et du coup, c'est resté une habitude, voilà. Ok.
Bon, bah, c'était l'instant. Je suis pas un nutrition. ayatollah de l'alimentation protéinée, non, Ouais, pas du tout. ok, Non, ok. non, non, au contraire, j'aime bien partager Ouais. un bon verre de vin, manger une bonne entrecôte. Yes. Sans souci. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de course? Meilleur souvenir de course. Euh, j'ai que des souvenirs de course. Alors, je vais pas dire que c'est des meilleurs souvenirs parce que ce qu'on disait tout à l'heure, tu passes par des aventures. Tu vois, par exemple, Grande Canaria, j'ai fait la course, il y a eu la tempête et tout. On a Ok. passé 20 heures sous la flotte, quoi. Avec le vent et tout. Oh là là. Tu vas là-bas, tu t'imagines voir le soleil, enfin le truc, le paysage. Et ben non, on est tombé sur un week-end où il y a eu la tempête. Enfin, c'était mais apocalyptique. Et puis ça reste quand même un bon souvenir parce que tu vois, tu t'en rigoles après, mais c'est vrai que sur le moment, Sur le moment, t'en chies ouais, un c'est peu, pas quoi. très drôle. Non, mais sur toutes les courses, moi, ce que j'aime beaucoup dans la course à pied, c'est que t'as quand même, t'as beaucoup de respect. Mhm. C'est pas comme dans certains sports où on va te regarder de haut parce qu'on est meilleur que toi. Mhm. T'as vachement de respect. Déjà, c'est quand même, t'as de l'aide parce que c'est dangereux. Parce Ouais. que quand tu cours en montagne au bord d'un ravin la nuit et la fatigue, tu peux tomber. Donc, Mhm. enfin, et les gens sont vachement respectueux et que tu sois premier ou dernier, le premier va te considérer autant que les 10 premiers, même si tu arrives dernier. Non, non, ça reste quand même, c'est des formats où c'est exigeant et tu vas puiser quand même. Ouais, tu puises un peu dans tes retranchements, mais ouais, c'est les gens, quoi. Les meilleurs souvenirs, c'est des gens sur des courses comme ça. C'est des courses internationales, tu croises plein de nationalités, tu t'échanges. Ouais, après, j'ai quelques petites anecdotes, là, notamment la tempête. Après, il y en a d'autres, on s'est perdu. Enfin, je suis perdu. Tu reviens, t'es dans le noir et t'es Histoire de rajouter frontal. un peu de, Ouais, un peu voilà, de distance. un peu de distance, un peu de stress. Ouais. Non, t'as des trucs comme ça, mais, Ok. mais bon, chaque course pour moi, ça reste que du bonheur, quoi. Parce que voilà, moi, je suis dans mon élément, dans la nature. Donc, c'est des beaux paysages. Tu vois, la dernière, après Grande Canaria, j'étais pas très loin d'ici, à Hautacam. Mhm. Pareil, en montagne, bon, j'ai découvert, pourtant je connais les Pyrénées, c'est pas loin, mais j'ai découvert voilà, des forêts de hêtres centenaires, des trucs. Pour moi, c'est des lacs. Enfin, c'est jamais pareil, la luminosité, le truc. Ouais. Ouais, moi j'aime bien ça. Ok. Voilà. Et justement, dans les moments où tu parlais tout à l'heure en fonction des kilomètres, et puis même le côté t'es en haut, t'es en bas, etc. Dans les moments où, je sais pas, t'es au milieu de ta course et t'en as ras-le-bol. Parce que ça Ouais, arrive, ça arrive, j'imagine. ça arrive. Ah oui, tu te demandes ce que tu fais là, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Et ouais. alors, qu'est-ce qui fait que tu continues? Ben c'est ça, quoi. Tu te dis, non, c'est pas enfin, ouais, t'as des moments où tu te dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est la galère, je suis trempe, il pleut, il fait froid, enfin, c'est le truc. Et puis, je sais pas, il y a une force qui te pousse constamment à faire un pas de plus, puis un pas de plus, puis un pas de plus. Et puis, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hop, tu as bu une gorgée, tu as mangé une barre de céréales ou une pâte de fruits, puis hop, ça repart. C'est le truc, ou un bout de fromage, et puis ça repart. Mais il y a une force qui te dit non, non, t'es pas venu là pour rien, quoi. Ok. Donc tu continues. T'es pas content, c'est pas grave. Tu feras le point à l'arrivée. Et tu continues, quoi. Mais c'est vrai, ouais, je vais pas te dire que c'est comme l'entreprise, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments où tu te dis, mais c'est bon, allez, stop, j'arrête. Mhm. Rideau, putain, au prochain ravito, Mhm. je raccroche tout et on me ramène. Tu et l'as déjà puis, fait ça ou pas? Non, T'as déjà jamais. abandonné? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Je touche du bois. À côté. Non, jamais. Et là, tu vois, Grande Canaria, j'avais des ampoules, j'avais mal aux pieds et tout. J'étais à deux doigts, hein, mais non, j'ai pas fait tout ça pour ça, quoi. Ouais. Tu te dis, ben, tu vas au bout. Alors, j'étais, ouais, pour te dire, hein, j'avais une moyenne, à peu près, j'ai mis 4 heures pour faire les 20 derniers kilomètres qui étaient en descente. Ok. Mais j'avais d'énormes ampoules sous les pieds. Et chaque course est différente. Et du coup, c'est pas grave, quoi. J'ai pas mis le temps que je voulais, mais c'est pas grave, je l'ai fini. Mais avant tout, c'est ça, c'est de finir quand même. Mhm. Après, tu regardes ton chrono, mais avant tout, c'est de finir et puis te dire, je l'ai fait, quoi. Ouais. Je l'ai fait. Et Donc, justement, quand tu franchis la ligne d'arrivée, il se passe quoi dans ta tête? Ah, ben c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement, c'est comme nous. C'est un peu le but du poste. C'est un peu quand tu vois, on va sortir un nouveau produit, un nouveau truc que tu vois sur un linéaire. C'est un aboutissement. Ouais. Ben là, tu as franchi la ligne, tu te dis, ça y est, c'est fait, quoi. Ça fait 2 mois que je prépare ça. J'y étais, j'en ai chié, c'était pas drôle tout le temps. Mais ça y est, c'est fait, quoi. Ouais. C'est coché. Clairement. Objectif atteint.
Et ouais, le premier, hein, puisque je suis avec on est un groupe là de 4-5. Notre objectif premier, c'est de finir. Après vient le temps, après vient la performance, tout ça, mais l'objectif sur ces formats-là, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Ouais, et en bon état. Et en bon état. Et en bon état, quoi. Donc ouais, puis c'est d'aventure humaine parce qu'on court, là on l'a fait à deux, tu vois, on est resté ensemble. Il y a des moments où la personne avec qui j'étais aurait pu partir parce que j'étais moins bien, et puis à d'autres moments c'était l'inverse. Mais on a décidé de rester ensemble, et c'est une aventure humaine parce que tu soutiens l'autre, il te soutient quand tu es moins bien. Des fois on parle pas parce que tu sais qu'il faut pas parler. C'est ça aussi, quoi, respecter l'autre. Et puis, non, ouais, c'est. Tu vois, on y revient encore, hein, en parlant, là, tu vois, aventure humaine, l'humain encore. Ouais. C'est ça avant tout, quoi. Ouais. Sur ces formats-là, moi je préfère, j'en ai fait tout seul, mais c'est mieux quand tu les fais. Alors après, pas trop nombreux parce que c'est compliqué, mais à deux, tu vois, c'est bien. À deux, c'est bien. Et on s'était dit, on part ensemble, on arrive ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis bon, comme on est de niveau à peu près identique, tu vois, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, l'autre il est pas bien, tu te dis, mais moi je pourrais y aller. Et puis c'est réciproque, quoi. L'autre c'est pareil. Et non, et tu restes et tu regrettes pas, en fait. Ouais. Tu regrettes pas. Ça, c'est sympa. Complètement. Ouais, les bons souvenirs, c'est les paysages, quoi. Ouais. Et puis les gens que tu rencontres, même l'organisation, tu vois, les gens que tu sur les ravitaillement, les gens sont là, ils sont gentils, tu t'échanges un petit mot avec eux, c'est sympa. Ouais, chouette. C'est sympa. Tu parles d'humain, j'ai aussi envie de parler d'engagement. Ouais. De parler de la CCI. Oui. Parce que si je ne m'abuse, tu es engagé aussi. Ouais, je suis élu. Ouais, bien sûr. Alors, je suis élu CCI Bordeaux et CCI Nouvelle-Aquitaine. Et au sein de la CCI, je préside un groupe de travail lié à l'industrie qui est plutôt, c'est plutôt sympa. Le but, c'est de mettre en place des actions pour faire connaître un peu le monde industriel. On parlait de main-d'œuvre aussi, de faire connaître auprès des jeunes étudiants les différents métiers qui peuvent exister dans l'industrie. Ça, c'est lié au groupe de travail. Après, au niveau de la CCI, c'est aussi, en tant qu'élu, notre rôle, c'est d'être des porte-parole. La Chambre de commerce et d'industrie, c'est quand même la maison de l'entrepreneur, quoi. Donc, c'est de faire connaître les services régaliens et non régaliens que propose la Chambre de commerce. Il y a une très forte expertise, hein, au sein de la Chambre de commerce. Il y a des permanents experts. Moi, j'ai été agréablement surpris du niveau de compétences, d'expertise qu'il peut y avoir au sein de la Chambre par les permanents. Et je trouve maintenant, en tant qu'élu, quoi, puisque je prêche la bonne parole, c'est que c'est peu connu par les entrepreneurs. Et aujourd'hui, moi, je m'efforce. Mon engagement, c'est celui-là, quoi. C'est de faire connaître tous ces services-là auprès de, tu vois, des entreprises qui sont autour de moi, ou voire un peu plus large, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de cette expertise-là, parce que pour nous, c'est une aide quand même primordiale. Et on ne le sait pas assez. Donc, moi, je dis toujours que nous, élus, on est les VRP de la CCI, quoi. Les techniciens, ce sont les permanents. C'est eux qui ont l'expertise, c'est eux qui ont le savoir. Nous, on a de l'expérience de chef d'entreprise. On n'a pas forcément l'expertise, mais on a l'expérience. Et eux sont les experts. Donc, je trouve que ça fait de bons binômes. Et puis, nous, c'est d'aller faire rayonner la CCI au-delà des murs de la place de la Bourse, quoi. de dire à nos collègues à côté, mais tu as telle problématique, va à la chambre de commerce, va voir telle personne, elle va t'apporter des réponses. Ça, c'est important. De pas se sentir, parce qu'on dit toujours la solitude du chef d'entreprise, et bien justement la CCI est là pour rompre ça, et je trouve que on le sait pas assez, mais avec cette mandature on s'efforce. C'est l'un des enjeux majeurs, de Patrick Seguin, le président réélu, c'est de faire connaître tous les services que peut proposer la Chambre de commerce et d'industrie. Et alors pourquoi t'être engagé toi directement? Alors personnellement, moi je préfère toujours être un acteur plutôt qu'un spectateur. Donc, même si j'ai une faible influence, je préfère être dans le truc qu'à l'extérieur, quoi. Voir un peu comment ça se passe déjà, c'est ma curiosité.
voir un peu comment ça fonctionne. Et puis, puis te sens utile, quoi. Voilà, mais si j'en parle à 10 chefs d'entreprise autour de moi qui peuvent en bénéficier, ben, tu n'as pas fait ça pour rien, je trouve. C'est utile, quoi. Donc voilà, mais avant tout, c'est essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. Et je trouve que le meilleur moyen, ben, c'est d'être à l'intérieur, quoi. Alors, c'est sûr que ça implique des choses, hein. C'est du temps, parce que c'est du bénévolat. Hein. Donc, ça implique du temps, mais mais je m'y retrouve, c'est nécessaire parce que déjà aussi, ben, tu rencontres d'autres personnes, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours un lieu de rencontre, donc d'échange. Tu t'enrichis tu t'enrichis, tu réseautes, c'est un réseau. Donc c'est vachement important. Hein. Et voilà, donc mais toujours tout ce que je fais, je préfère être plutôt acteur que spectateur. Voilà. Et entouré aussi. Et entouré, bien sûr. Sauf pour le sport, même si. Non, mais oui, mais non, mais. Dans l'idée, honnêtement, entre nous, c'est mieux quand tu partages des choses, des expériences, des aventures, ou même j'allais dire la richesse, mais pas forcément. Enfin, si. Je préfère partager une bonne bouteille de vin plutôt que de la boire tout seul. C'est tellement plus sympa. On est bien d'accord. Et puis voilà, c'est ma philosophie. C'est ma philosophie. Moi, je amasser tout seul dans mon coin, et non, je me vois pas comme ça. Je préfère être moins riche mais partagé plutôt que d'avoir beaucoup et tout seul. Honnêtement, je préfère ça. Belle philosophie. Et j'en profite aussi parce qu'on parle de la CCI pour saluer Marie-Laure. Marie-Laure Donessian, bien sûr. Rencontrés. Tout à fait. J'espère qu'elle écoutera cet épisode. Je pense. Coucou Marie-Laure. On te salue. Voilà, de gros bisous. Non, Marie-Laure qui est très impliquée au sein de la chambre. Elle est au bureau de la chambre. Hein, parce que la chambre de commerce et d'industrie fonctionne avec un bureau, 10 membres élus. Et puis après, il y a différentes commissions, dont 2 régaliennes, qui est la commission des finances, dans laquelle je suis aussi, et la commission des achats marchés, conflits d'intérêts. Puis après, il y a plein de groupes de travail pour aider les commerçants, notamment pendant la période Covid. La chambre a beaucoup œuvré pour les commerçants avec des kits ou autres, c'était vachement important. Donc elle a quand même sa raison d'être, hein. Voilà, mais Marie-Laure, pour revenir sur Marie-Laure est au bureau de la chambre, est très impliquée, ne serait-ce sur son territoire du Blayais aussi, avec les collectivités territoriales, parce que la chambre s'adresse aux entrepreneurs mais aussi aux collectivités, puisqu'elle a un service, la chambre de commerce a un service statistique, analyse et statistique de 40 personnes, qui est pratiquement plus d'un tiers des permanents de la chambre. Donc ça peut aider les collectivités sur des études ou autres. Études, je dis analyse, c'est études statistiques. Avant de créer quelque chose ou d'implanter quelque chose. C'est vachement important cette expertise-là, et la Chambre vend ces services-là auprès des collectivités aussi. Et Marie-Laure, pour clore, œuvre en ce sens dans le Blayais. Voilà, Marie-Laure, bisous. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé et tu dis ce serait sympa d'en parler? Ça fait 1h10 qu'on échange ensemble. Ah déjà, on va pas trop passer. Non, on a vu le sport, on a vu l'entreprise, on a vu l'entrepreneuriat. Non, c'est génial. Mais je trouve ton initiative vachement sympa. Et puis non, tu sais mettre les gens à l'aise, donc c'est cool, c'est sympa. Merci, donc on peut personnellement, je t'enverrai des candidats, des bons candidats. Avec plaisir, toujours à la recherche de profils. Ouais, je trouve que c'est sympa parce que en plus, tu nous mets à l'aise, on est dans un cadre, on se livre. J'ai l'impression de on est chez toi. Mais non, mais tu sais nous mettre à l'aise, c'est pas du tout. Tant mieux. J'espère que le poste rendra bien, mais en tous les cas, moi j'ai parlé, franchement, je me suis mis à nu un peu quand même. Mais franchement, je le regrette, je l'ai fait naturellement. Et c'est vachement important, je trouve, ces initiatives, c'est bien. Puisque chouette. Nous, tu sais, on a soit la presse écrite ou alors la télé, quoi, ça va être TV7 ou autre, mais je trouve le format qui est vachement sympa. Moi, personnellement, je me sens plus à l'aise comme ça que sur un plateau, quoi. C'est différent. C'est différent. C'est très différent.
Mais là, c'est bien, on parle à bâton rompu. Enfin, moi, je trouve ça génial. On parle de nos Chouette. passions, de tout. Et Exactement, tant mieux. c'est bien que tu prennes cet angle. Voilà, tu vois, la personnalité avec ses passions, sa vision des choses. Ouais, Ouais, non, en tous les cas, j'ai passé un super moment. merci. Euh, Très et bon pour moment partagé. Merci. Mais pour répondre à ta question, non, je pense avoir fait le tour. Ouais. Enfin, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Non, mais très bien. Parce C'est très qu'après, je bien. vais parler Il y a de plein moi et choses. c'est pas intéressant. Il me reste 2 questions Ah. pour conclure à chaque fois ce podcast. Je commence par laquelle? Allez, si, celle-ci. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Tu l'as un petit peu semé au fur et à mesure, mais Ouais, non, moi, voilà, l'envie de créer, l'envie d'avancer, quoi. Mais, ouais, créer des choses. Je suis toujours sur le coup d'après, moi. ouais. Et ma femme me dit souvent, profite du présent. Je suis toujours dans le futur. Parce qu'une fois que j'ai atteint quelque chose, quoi, ou j'ai acquis quelque chose, tac, je me projette toujours sur un autre truc. Ouais. Ouais, mais c'est ça, quoi. C'est l'envie de créer, l'envie d'avancer, l'envie de, et puis surtout de partager, quoi. Tu vois. Voilà, ça c'est. Mais c'est en parlant que je prends conscience de ces choses-là, mais je me rends compte qu'en fait, ouais, mais c'est ça, quoi. C'est partager. Moi, il faut que je sois entouré. Ouais. Faut que je sois entouré de gens, de collaborateurs. Faut que je sois entouré de. Parce que tout seul, ouais, je meurs, quoi. Je me perds tout seul. Non, ça le fait pas. C'est l'envie l'envie de partager, d'avancer, de créer, ouais. Et puis si tu peux apporter un peu de gaieté autour de toi, c'est pas plus mal, quoi. C'est plutôt chouette. C'est D'accord. même Ouais. si c'est un tout petit peu, même si c'est qu'une personne, bon, déjà c'est valorisant. Et puis, ouais, moi je préfère faire rire que pleurer, quoi. Donc, c'est préférable, on est d'accord. ouais, c'est plutôt On sympa. pleurer de rire à la limite, mais si Pleurer c'est de- vraiment voilà. un goût, mais Mais non, mais dans le monde dans lequel on vit, voilà, moi je sais pas du sérail, hein, donc je me suis fait tout seul. Et ouais, j'ai galéré un petit peu et je me dis si tu peux faciliter la vie de certaines personnes, des fois ça coûte rien, c'est un coup de téléphone, c'est un truc, enfin fais-le, quoi, ça te coûte rien. Ouais, Donc d'accord. au contraire, quoi, tu vois, faciliter un peu, ouais, un petit rôle de facilitateur comme ça, j'aime bien. Complètement. Mais voilà, l'envie d'avancer, quoi. Ok. Et enfin, ma dernière question, quel conseil t'aurais à donner à celles et ceux qui ont, alors, j'ai envie d'entreprendre, tu sais, qui ont cette petite voix et qui n'y vont pas Ah, encore. faut oser. Non, moi, franchement, tu vois, je le disais juste à l'instant, je suis pas du sérail. J'ai démarré, j'avais rien, moi. J'ai racheté une boîte, j'ai construit ça, j'avais rien. J'avais 10 000 € en banque, pour te dire. Sur un compte épargne, quoi. Donc, non, j'avais rien. Bon, c'est cliché, tout le monde le dit, il faut croire en soi déjà, il faut croire en ses rêves, quoi. Faut croire en soi, mais non, on est dans un pays où quand même les choses sont possibles. Alors on parle du millefeuille administratif. En France, c'est vrai. C'est vrai. Il est là. C'est pas simple, c'est pas toujours simple. Mais néanmoins, tout est possible. Moi, j'ai démarré, tous ils me disent, mais je leur dis, mais fais-le, quoi. Enfin, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Ouais, non, mais bon, là, il faut emprunter, tout. Ah oui, par contre, il faut prendre des risques. Donc, faut pas avoir peur de prendre des risques. Quand on a un projet et qu'on y croit, et que ce projet est structuré, faut pas hésiter de le tester auprès de ses pairs. J'y reviens, la chambre de commerce est là pour ça. Par exemple. Non, faut pas avoir. Enfin, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est faire tester quand même son projet vis-à-vis de gens confirmés, de pairs. Et ça, c'est vachement important. Une fois que c'est fait, une fois qu'on y croit, une fois que tout est là, ben, faut foncer, quoi. Faut aller voir le banquier. Il y a des aides qui sont possibles au niveau de l'État, du conseil régional. Faut pas hésiter à aller chercher toutes ces subventions-là. Moi, j'en ai bénéficié, ça aide. Et puis il faut y aller, quoi. Et surtout pas se retourner. Une fois que le plan est là, on applique le plan, quoi. Faut pas se dire, ah mais non, des périodes de doute, il y en aura, parce qu'on en a tous. Mais une fois qu'on est sûr de son plan, il y aura des doutes. Mais il faut pas se dire, ah mais non, je fais machine arrière, non, faut y aller, quoi. Si on est sûr de son plan, de toute façon on doutera, quoi qu'il arrive, mais si on est sûr de son plan, quand on l'a fait tester, faut foncer, faut y aller. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est faut pas avoir peur, quoi. Alors les gens disent, ouais, mais comment je fais? On va voir la chambre de commerce, ils vont vous dire. Parce que qu'est-ce qui va manquer? L'argent. Donc on peut lever des fonds privés, ce que font la plupart des startups. On peut emprunter auprès de la banque. Il y a BPI qui est là pour contre-garantir, donc la banque prêtera. Et si le projet est bon,
La banque, c'est un commerçant. Hein. Mhm. S'il sait qu'il peut gagner quelque chose, il va y aller. Alors c'est sûr qu'il ne prend pas les mêmes risques que nous, il minimise ses risques. Ouais. Mais il y a des instituts qui sont là pour contre-garantir. Je pense à BPI, on peut avoir des aides de l'État, ne serait-ce que pour avoir un premier rapport. Mhm. Faut pas hésiter. Mm. Honnêtement, j'ai repris la boîte. J'avais 7% d'actions dedans, 10 000 euros à la banque. Voilà, j'ai fait des comités, les comités bancaires, hein, c'est-à-dire que j'étais présenté mon dossier à plusieurs banques. J'ai eu plusieurs refus, ça, c'est clair, j'en ai eu un qui a cru en moi et qui m'a dit moi, le projet, je m'en fous, je crois en l'homme. Donc j'ai dû être convaincant ce jour-là. Et il me dit je crois en l'homme parce que vous êtes le commercial. Ouais. Voilà. Donc il me dit voilà, je sais que commercialement parlant, vous ferez tout ce qu'il faudra. Et j'ai démarré comme ça. Alors petitement, enfin ouais, je n'ai pas démarré avec le truc parfait. Et puis petit à petit, voilà, je me suis structuré, je me suis fait accompagner. Voilà, je ne suis pas resté tout seul, quoi. Surtout ça, c'est pas rester seul. Mais faut y aller. La France le permet. Il y a des fonds publics, des fonds privés. Faut pas hésiter, quoi. Si on y croit, qu'on a vraiment l'âme d'avancer, d'entreprendre, c'est pas un long chemin tranquille facile. C'est H24. On y pense les week-ends. C'est pas là, on a arrêté le vendredi soir, on reprend le lundi. Non, c'est tout le temps. Mais ouais, quoi. Si on a l'âme, moi je respecte ceux qui me disent non, mais moi j'ai besoin d'avoir un cadre. C'est pas fait pour tout le monde. Voilà, c'est normal. Mais si vraiment on a la motivation, l'envie d'y aller, et puis voilà, quoi. Moi ce qui m'a, je l'ai dit déjà, mais ce qui m'a fait avancer, c'est cette envie d'être libre, de faire comme j'ai envie de le faire, même si j'ai pas fait réellement comme je voulais, parce qu'il y a des gens qui m'ont recadré, parce que voilà, c'était pas possible de faire autrement, parce que des fois je me trompais, mais ne serait-ce que d'avoir ce sentiment, même si on n'a pas la liberté totale, mais le fait d'avoir le sentiment de se sentir libre, c'est vachement important. Et moi, c'est ce qui m'a fait avancer, et n'hésitez pas, quoi. Si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est qu'ils veulent, allez-y. On est en France. Il y a des aides, il y a tout ce qu'il faut, et puis il faut pas avoir peur de se planter, quoi. En Amérique, dans les pays anglo-saxons, quand vous avez réussi, la première question qu'on vous pose, c'est combien de boîtes t'as coulé. C'est ça, la première question qu'on vous pose, c'est combien de boîtes t'as coulé avant de réussir. En France, on a toujours ce cliché de dire alors, si tu réussis, t'es un voyou, et puis si tu réussis pas, t'es un loser. Non, maintenant je pense que les nouvelles générations, ça a changé les mentalités. Faut pas avoir peur, et puis il faut pas avoir peur de se planter, ça peut arriver. Et puis on apprend beaucoup, on apprend plus en se trompant dans les échecs que dans les succès, quoi. Donc faut pas avoir peur. Tout simplement, pas avoir peur de se planter, pas avoir peur de réussir aussi, c'est pas interdit. Complètement. Et puis pas avoir peur de se faire accompagner. Parfait. Voilà. Jean-Marc, merci beaucoup pour cet échange. Mais non, c'était très agréable, je me répète. C'est gentil. Passé un super moment. Beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Ouais. Merci à tous pour votre écoute. J'ai adoré cette simplicité dans l'échange avec Jean-Marc. Un bel exemple, je trouve, d'un chef d'entreprise à l'écoute, ouvert aux autres et qui place le collectif au cœur de son activité. Ça s'entend, ça se ressent et ça fait du bien. C'était le 90e épisode du Pompon et j'ai bien envie de vous souhaiter un très bel été. Et oui, il est temps pour moi de faire une pause s'impose comme qui dirait. Alors je vais vous diffuser pendant l'été les épisodes qui m'ont le plus marqué ou qui ont été le plus écoutés. Je suis sûr que vous allez pouvoir découvrir d'autres profils tout aussi passionnants. Je vous souhaite un très bel été, reposez-vous, prenez soin de vous et de la planète. On se dit à très vite, ciao.